vivante. Pourquoi? Mais pourquoi quoi? On pourrait leur offrir du rien. De l'espace à la dérive. Les filles, les gens ils ont payé leur place, je veux dire on va pas rien faire quoi. Oui. Ouais. Quoi?
les gens, c'est le 4e mur. Ben, il a les jambes dans le champ. Mais ils sont là, il faut commencer. Là. On est dans le champ là. Là, c'est le champ. On est dans la chambre. Il y a un arbre derrière. Et c'est comme si on était dans le champ. Ah, bon, d'accord, ok. Pardon, d'accord. Ne nous noyons pas. Sri Ramana Maharshi, il magnétisait les actions en méditant. Ça, c'est bien. Mais nous, on en est là. C'est qui Sri Ramana Maharshi? Alors, en fait, Sri Ramana Maharshi, c'était un sage indien. Et il vivait dans la montagne Tiruvannamalai, près de la forêt Arunachala. On l'appelait le grand silencieux. Il méditait dans une grotte. Et un jour, un de ses disciples vient le voir et lui dit « Mais Ramana, avec votre force intérieure, pourquoi vous n'allez pas rencontrer les gens? Pourquoi vous ne construisez pas des hôpitaux ?» Et lui, il lui répond, mais qui vous dit que je ne le fais pas? Le grand silencieux. Le grand silencieux. Il y a une complète contradiction entre le court terme et le long terme. Il y a une complète contradiction entre le court terme et le long terme. Au nom du long terme, nous devrions revoir complètement nos rythmes de production, consommer différemment et moins. Revoir le rythme de la croissance. Mais au nom du court terme, nos dirigeants pensent qu'il faut plus de consommation et de production pour avoir plus d'emplois et de revenus. Mais le pensent-ils vraiment? Jamais. Nous n'avons connu aussi bien les maux qui nous accablent. Et jamais nous n'avons été aussi incapables d'adopter les remèdes qui les soulageraient. Nous savons aujourd'hui que la croissance économique n'est pas une réponse aux problèmes du moment, que la crise écologique s'aggrave, que le pouvoir financier s'est affranchi de tout contrôle et le fait au détriment de la société, que les inégalités ont atteint un degré insoutenable et dangereux pour la paix sociale. Et pourtant, cette société que nous sommes semble accepter sans grand remous cette dégradation continue, comme si, décidément, rien ne pouvait changer. Bref, la police n'étant plus payée à cause de la crise, elle est démissionnaire et renvoie les citoyens dans le besoin vers la milice de l'Aube dorée, parti d'extrême droite très expéditif. Un ministre du budget est mis sous examen pour blanchissement de fonds fiscaux. L'affaire Cahuzac a provoqué une véritable crise morale et politique. There is no alternative. Il n'y a pas d'autre solution que le capitalisme. Nous ne pouvons taxer les hyper-riches. La croissance est indispensable. Et pendant ce temps, le pouvoir politique reste dominé par la puissance des riches qui menacent de retirer leurs capitaux à la moindre tentative de justice sociale.
jour, je suis partie en sens inverse des aiguilles d'une montre, à contre-courant. On vit des mutations tellement profondes que l'ampleur des adaptations amenées est paralysante pour tout le monde. J'ai abandonné mes derniers morceaux de vêtements et je suis allée nue sur le chemin sinueux du rien. La crise nous tétanise et bloque nos innovations possibles, alors que nous avons plus que jamais besoin de celles-ci. Nous sommes paralysés par notre incapacité à savoir qui doit commencer et par où commencer. Un jour, l'avenir a disparu de ma langue. Et légère, j'ai marché entre les gouttes, vidée de toute volonté et de tout dessein. Perméable à chacun de mes pas, à chaque mouvement du monde, ondulé par le moindre souffle, en écho à l'univers. Un jour, je me suis quittée, une bonne fois pour toutes. Moi et mes exigences, moi et mes rêves d'ailleurs. J'ai coupé le dernier lien qui me retenait amarré et je me suis laissée dériver sur un continent inconnu du reste du monde. Libérée de mes efforts et de mes déceptions, des revendications et des bienséances. Libérée enfin de ma rage. Loin de la prison des relations, dissoute et infinie. J'ai dû tuer beaucoup avant d'en arriver là. De gens, de parties de moi, d'enfants qui ne sont jamais nés. Aujourd'hui, ma ligne de flottaison est si haute dans le ciel que plus aucun être humain ne peut m'accorder un regard qui en demande trop. Univers. Découverte d'une planète dont le ciel est illuminé par 4 soleils. Le premier système stellaire de ce type observé. Pour comprendre la théorie du chaos, il faudrait partir de l'idée que le monde c'est une immense fête foraine et qu'à l'intérieur de cette fête, le mouvement est roi. Et dans cette fête, en fait, il y a 2 types de manèges. Il y a des manèges qui effectuent en fait des mouvements prévisibles, voilà, un peu répétitifs. Et puis il y a d'autres manèges qui, même si en fait sur le papier ils répondent à des lois mathématiques en théorie, en pratique leur trajectoire reste complètement imprévisible. Bon, alors en fait, la théorie du chaos, c'est avant tout une théorie du mouvement. Bah oui, parce qu'en fait, dans ce monde, tout bouge. Les planètes, Vénus, le Soleil, la Terre. Bon, alors, en fait, au début, il y avait Ptolémée. Et Ptolémée, il disait qu'il y avait le monde, donc voilà, ça c'est le monde, et que la Terre, elle était au centre du monde. Et que du coup, l'homme, il était aussi au centre du monde. Et puis après, en fait, il y a Copernic. Et avec Copernic, en fait, c'est la grande révolution. Parce que Copernic, il change complètement, radicalement de point de vue. Il dit, non, pas du tout, en fait. C'est pas la Terre qui est au centre du monde. Non, non, pas du tout. C'est le Soleil qui est au centre du monde. Et en fait, les planètes, elles gravitent autour du Soleil. Et à partir de cette découverte, il y a un monsieur qui s'appelle Kepler, qui, en fait, s'est dit, tiens, je vais pouvoir... Bon, ah oui. Alors là, en fait, je vais faire une petite parenthèse. Parce qu'en fait, on s'aperçoit, et ça, je trouve ça incroyable, que c'est à partir des découvertes des uns, et même parfois de leurs horreurs aussi, de leurs erreurs, que les autres, en fait, ils vont pouvoir s'appuyer et découvrir à nouveau aussi autre chose, et avancer. En fait,
c'est comme s'il se passait en fait entre un raton de balai et un bâton de relais, un bâton de relais. Et donc, bon voilà, donc bâton de relais à nouveau, après avec Newton, hein, je crois que tout le monde connaît, Newton et sa voie de la gravité, sa loi de la gravité. Bon voilà, donc en fait on avance en science, on se dit qu'on va pouvoir tout calculer, que c'est extraordinaire en fait, que plus rien va nous échapper. Bon, et en fait il y a un problème, là il y a vraiment un problème de taille. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a un complet décalage entre l'observation gastronomique et les calculs. Ben oui, parce qu'en fait, la Terre, elle n'est pas toute seule dans le ciel, non, autour de la Terre. Ben non. En fait, il y a les autres planètes. Et oui. Et en fait, ces autres planètes, elles ont des masses différentes. Ces autres planètes, elles ont des masses différentes. Et du coup, leur mouvement, ça pue sur celui des autres. Ça s'appuie, ça influe sur celui des autres. Et par exemple, voilà, Jupiter, la planète Jupiter, elle est 1000 fois plus lourde que la Terre. Et du coup, en fait, comme elle est plus lourde, elle exerce une influence sur les autres, sur la Terre. Et du coup, elle dévie son mouvement à la mer, à la Terre. Bon. Voilà, en fait, donc on se rend compte que c'est pas si facile que ça de tout calculer, de tout prévoir, et que voilà, on ne peut pas tout prévoir. Ah oui, mais cependant, il y a quand même une petite érection. Une petite exception. Oui, avec en fait Le Verrier. Alors ça, je trouve, c'est un truc que je trouve absolument incroyable. En fait, Le Verrier, c'est un gars, non mais il est genre chez lui, quoi. Il est genre chez lui, et juste avec un papier et un crayon, il fait des calculs toute la journée. Et comme ça, il émet l'hypothèse de l'existence d'une planète. Et alors donc, sur le papier, et il appelle un ami gastronome, il dit tiens, regarde dans le ciel, si tu regardes à telle heure, à tel endroit avec ta lunette, je crois qu'il devrait y avoir une planète qu'on ne connaît pas. Et en fait, son ami gastronome, il appelle, et il lui dit, il regarde, il dit, oui, c'est vrai, il y a une planète qu'on ne connaît pas. Ça, c'est incroyable. Bon, et ensuite, donc, encore des bâtons de relais, hein, quelqu'un qui s'appelle en fait Lorentz. Et ça c'est très très important. C'est vraiment un nom à retenir en fait, Lorentz, parce que c'est un météorologue. Et non, mais il découvre, à partir d'une erreur qu'il connaît en fait, une erreur qu'il commet, il découvre quelque chose d'incroyable. En fait, c'est une histoire c'est un peu compliqué, mais en gros, c'est une histoire en fait de chiffres après la virgule, et de chiffres après la virgule. Et je crois que c'est genre, il a 6 chiffres après la virgule, et il ne peut pas rentrer tout dans son ordinateur, donc il peut en rentrer que... Bon, en fait, c'est pas l'ordinateur, parce qu'à l'époque, en fait, l'ordinateur n'existait pas. Mais voilà, on va dire que c'était en fait l'ancêtre de l'ordinateur. On pourrait dire que par exemple, ce serait son arrière-arrière-grand-père. Voilà, on n'a qu'à dire que c'est son arrière-arrière-grand-père. Et donc, il rentre 6 chiffres. Non, il ne peut pas rentrer donc 6 chiffres après la virgule, il en rentre 3, mais bon. En fait, c'est vraiment une différence infime. C'est tout petit, c'est minuscule, quoi. C'est comme si... Et à partir de ça, à partir de cette erreur, il découvre que, regardez bien, parce que ça c'est super important, c'est vraiment important, à partir d'une petite erreur, au départ, toute petite, minuscule, en fait, si après des millions et des millions d'années, elle s'étire, et cette petite erreur, elle va devenir une erreur monumentale. Et ça en fait, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'épéfaction, la théorie de l'effet papillon. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, ça veut dire, par exemple, sur la position initiale de la Terre.